Voilà. Deuxième. Bien, chers amis, l'événement qui nous rassemble aujourd'hui, c'est le lancement de mon 11e ouvrage que j'ai intitulé « Caliste et notre terre promise ». Je vais expliquer le sens de ce titre plus tard. C'est mon 11e ouvrage, mais c'est le premier sur la Corse. Jusqu'à présent, je ne m'étais pas risqué à écrire sur la Corse, mais par contre, j'écrivais des articles. J'écrivais des brouillons pour mes émissions de radio, parce que je fais une émission de radio hebdomadaire à Radio Salve Regina. Donc, pour préparer une émission, je fais toujours un texte. Un texte qui n'est peut-être pas très soigné, mais qui me sert de support pour mes émissions. Donc là, j'ai décidé, j'ai vu que j'avais accumulé pas mal de textes sur la Corse. Je me suis dit que dans le même style que ce que j'avais fait sur l'Afrique ou sur d'autres contrées, ça ne serait pas inutile de rassembler ces textes, de les soigner, parce que naturellement, quand on écrit pour la radio, on ne fait pas trop attention à l'orthographe, au style ou autre. Et d'en écrire davantage, ce que j'ai fait, parce que j'ai pris cette décision. Gérard, rappelle-moi, c'était quand? C'était en juin, juillet C'était l'été 2022. Voilà. Que j'ai pris la décision d'écrire, de préparer ce recueil de chroniques. Et donc, j'ai tout de suite rassemblé tous les textes, presque tous les textes que j'avais écrits sur la Corse, et j'en ai écrit de nouveaux. C'est pour ça que ils sont par ordre chronologique. Vous verrez qu'il y a beaucoup moins de chroniques de 2014, 2015, 2016, et beaucoup plus de 2022, parce qu'en 2022, j'ai pas mal écrit pour faire un vrai livre, pas pour faire un tout petit livret comme le précédent, qui est très mince. Alors, ce livre, il est indéfinissable parce qu'il est très éclectique. Il part dans tous les sens, parce que naturellement, chaque chronique a un sujet différent. Donc, tout ne va certainement pas vous intéresser dans ce livre, mais en tout cas, pour ceux qui sont du Nebbio, vous retrouverez le Nebbio abondamment, puisque je parle beaucoup du Nebbio dans ce livre. Je parle de Sorio, bien sûr. Il y a un chapitre entier qui est consacré à Sorio, que j'ai intitulé malheureusement « Chronique d'un village qui meurt ». D'un point de vue démographique, c'est sûr que le village a tendance à comment dirais-je, José, pour ne pas... Péricliter. Pas péricliter, je ne dirais pas ça. Parce que ce que je dis dans ce chapitre, c'est que le village n'a jamais été aussi beau. Plus maintenant. Le village n'a jamais été aussi beau. Avec tout le travail qui a été fait par la municipalité et par l'association qu'on avait créée, l'ADT, pour remettre en valeur le patrimoine, le village n'a jamais été aussi beau. Et je me tourne là vers Olivier. Un jour, il faudra que j'organise une visite comme tu l'as fait comme tu le fais en Balagne, et tu viendras bien sûr pour faire une visite à pied du village, parce que de toute façon Sorio ne peut se visiter qu'à pied, parce qu'en voiture vous avez pris l'unique route là pour monter ici. Après il faut laisser la voiture et partir à pied. Il y a deux hameaux principaux et on peut faire le tour par le plateau de Saint-Antoine qui est en haut, en dehors du village au-dessus. Donc rien qu'au point de vue patrimoine dans le village, il y a beaucoup de choses à voir. Mais en plus, il y a des merveilles naturelles dont je parle dans ce livre, comme par exemple le Rubiano, qui est une cascade avec une grande vasque, qui est plus qu'une vasque, c'est une piscine, je dirais, où on a l'habitude d'aller pique-niquer, l'eau est fraîche, on se met la tête sous la cascade, c'est formidable, c'est un petit paradis. Hein. Alors, patrimoine, ici, il y a 4 églises, je dirais même 4 et demi, corrige-moi José, je parle sous ton contrôle, parce qu'il y a un site paléo-chrétien, je crois, sans Yabigou, qui est au col de Tende. Tu le connais, tu es déjà allé, Olivier? Non. Parce qu'on peut l'atteindre de Petralba aussi, hein, parce que les Petralba et Sorio, souvent les gens ne le savent pas. Tu passes en voiture même. Non, le col de Tende est inaccessible en voiture. Mais ce que je veux dire, c'est que beaucoup de gens, à cause de la voiture, ne savent pas que Sorio a pour village voisin Petralba, en Balagne. Oui, tout à fait. Oui. Il y a un franchissement qui se passe par un col, je ne sais pas comment ça s'appelle. Non, mais en voiture. Non, c'est le qui col... permet de retourner vers Ponteno. Ah, c'est le col de Bigorre. Oui, c'est ça. Mais pour aller à Petralba, tu ne peux pas y aller directement, alors qu'on peut y aller à pied.
Hein, on peut y aller directement. On peut y aller directement. Et d'ailleurs, le curé, je ne sais pas qui est le curé actuellement, qui est en charge de ce secteur paroissial de Pétralbe, il doit être basé où, à Île-Rousse, je ne sais pas. Corba, je crois. Corba, un Polonais de Corba. Il a, lui ou son prédécesseur, a ressuscité la tradition de dire une messe pour la Sanyab chaque été, c'est au mois de juillet, je crois, n'est-ce pas, José, dans les ruines là-haut, au col de Tende. Mais ils partent à pied de Pétralbe. C'est plus court. C'est plus raide. C'est plus raide. Non, il y a une piste qui arrive à l'altitude de 1000 mètres. Donc, du col, ça marche bien, 45 minutes. Mais en passant par pied, la piste, elle est on n'arrive pas trop. Il y avait des questions, justement, de faire. Rejoindre les deux pistes. Parce que ce que beaucoup de gens, et c'est ce que je dis dans le livre, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'autrefois, Sauriol n'était pas un cul-de-sac. Sauriol, c'était une voie de communication. C'était la route qui allait de Bastia à Calvi, la route terrestre, parce que naturellement, beaucoup de gens y allaient en bateau. Hein. Mais par voie terrestre, on passait par Sauriol et par le col de Tende pour aller à Calvi, et pour aller vers la Lame. Donc, Sauriol était sur la voie de communication. Mais lorsque les routes ont été, enfin, après la conquête française, lorsque les routes ont été tracées et ensuite asphaltées, ça a transformé Sauriol en cul-de-sac. Il n'y a jamais eu de route pour franchir ce col de Tende. Trouvé écarté, quoi. Ouais. Pour aller à Sauriol, comme je le dis souvent, il faut vouloir aller à Sauriol, parce qu'on n'y passe pas. Voilà. On n'y passe pas, c'est pas sur le chemin. Donc, oui, je disais, dans ce livre, Sauriol est très présent, mais les villages voisins également. Le patrimoine, ah oui, c'était ça que j'étais en train de dire. Il y a donc Sanyab, là-haut au col de Tende, mais rien que dans le village, il y a 4 églises différentes. Il y a l'église où nous nous trouvons, qui était une église autrefois, c'était l'église de la confrérie, hein, Santa Croce, qui est plus ancienne que Saint-Philippe ou pas? Oui. Elle est plus ancienne que l'église paroissiale de Saint-Philippe, Saint-Philippe Néri. Hein. Alors, particularité que je souligne dans ce livre, c'est que c'est la première église au monde à avoir été dédiée à San Filippo Neri. Parce que l'évêque du Nebbio avait connu Philippe Neri. Et c'est pour ça qu'il a suggéré que l'église venait d'être construite ou était en construction. Il a suggéré qu'elle soit dédiée à San Filippo Neri. En Italie, il y en a plein des églises San Filippo Neri. Et peut-être ailleurs en Corse aussi. Mais c'est la première à avoir été dédiée à Saint-Philippe Neri. Donc, le patrimoine était très présent. J'ai tout un chapitre, par exemple, sur l'architecture militaire. Ça, c'est un aspect qui n'a pas été trop abordé. Je parle de toutes les citadelles, les forteresses, pas seulement les citadelles d'ailleurs, puisque je parle par exemple de ce qui est sur la couverture. Voilà. Je parle d'Algaïol. Je parle de Saint-Florent, qui j'ai toujours du mal à qualifier Saint-Florent de citadelle. Ça a dû l'être une citadelle, mais aujourd'hui ça ressemble plus à une forteresse qu'à une citadelle. Je parle d'Aléria, le fort Mâtre. Donc, bon, je ne prétends pas avoir tout couvert, surtout dans le sud, je connais moins bien le sud de la Corse, mais j'ai essayé de parler de toutes les citadelles, à commencer bien sûr par les 4 grandes villes citadelles de Corse, Bonifacio, Calvi, Bastia et Corté. Voilà. Je parle des couvents qui sont en voie de disparition parce qu'en ruine, qui ont été c'est pas les principales victimes, mais ils font partie des nombreuses victimes de la Révolution française, puisque les couvents ont été confisqués comme biens nationaux et ensuite vendus à des particuliers, et la plupart sont en ruine. Il y a plein de couvents dans la campagne corse qui sont dans un état lamentable, et parfois je tire de véritables sonnettes d'alarme, puisque par exemple je parle du couvent d'Aumès, qui est encore jusqu'à l'heure où je vous parle, utilisé comme carrière clandestine, où on voit passer à travers le village des camions qui sont chargés de pierres du couvent et qui repartent, au vu et au su de tous. Donc c'est
je ne vais pas me faire que des amis. Je pense que le maire de Metz ne sera pas très content de ce que j'ai écrit, parce que le couvent avait été acheté par la municipalité de Metz dans les années 70. Donc, comment peut-on laisser ce couvent être ainsi pillé, détruit, plus que pillé, détruit? Je parle d'un couvent qui nous concerne beaucoup, c'est le couvent San-Disé à Saint-Au-Piètre, d'Itende. Il y en a deux. Il y en a un au-dessus de la départementale, dans le maquis, c'était le premier couvent. C'est le premier couvent. Et après, ils ont refait Je parle de celui où il y a le contentieux entre le propriétaire et, au moins un agriculteur du coin, mais je crois que la municipalité de Saint-Au-Piètre le soutient dans sa revendication. Donc je parle de tout ça. Il y en a 5 dans le livre. Oui. Entre Farinol, Ferring. Oui. Pourquoi on dit Farinol? Tu le mets dans le nez, tu l'annexes au nez. Ferring, c'est toujours le nez. C'est pas le Cap Corse. Concador. C'est la communauté commune nez de Concador. Ah d'accord. Après il y a Olette, il y en a un à Murato, et il y en a 2 à Saint-Aupier. Peut-être que j'en oublie un. Bon, celui d'Olette a été racheté aussi. Je pense que ceux qui l'ont... Les particuliers qui ont racheté celui d'Olette n'ont pas fait un saccage comme ce qui a été fait à Saint-Aupier, je ne crois pas. Je parle aussi des églises pisanes. J'aime beaucoup les églises pisanes, donc j'ai fait tout un chapitre sur les églises pisanes qui parsèment la campagne corse. Alors je parle de celles qui sont en bon état, mais je parle aussi de celles qui sont en ruine. Je dénonce l'état de l'église noire de Piève, qui aussi a été pillée depuis des décennies, parce que c'est en pleine campagne, en pleine montagne. Donc ceux qui passent se servent, les belles pierres noires. Et c'est une église qui est une chapelle qui est en train de disparaître un peu au fil des ans. Moi, je n'y suis pas retourné depuis longtemps, mais je sais que déjà, le peu de fois où j'y suis retourné, j'ai constaté qu'elle était en voie de disparition. Bon, ce livre aborde l'histoire, parce qu'on ne peut pas parler de patrimoine sans parler de l'histoire. Il aborde aussi la politique. Je parle des événements récents qui se sont déroulés en Corse. Il y a tout un chapitre sur les élections municipales à Bastia. Quoi encore? Est-ce que j'oublie des choses? Pardon? Les tours, ah oui, les tours. Les tours génoises, enfin qu'on appelle génoises, qui ne sont pas toutes génoises, et même celles qui sont génoises sont avant tout des tours corses, puisqu'elles ont été construites par les Corses et par les communautés locales. Bon, ça faisait partie d'un plan défini par l'administration génoise, c'est pour ça qu'on les appelle les tours génoises, et qui n'avaient pas tellement un rôle défensif en fait, la plupart. Il y en a, oui, qui avaient un rôle défensif. Elles avaient, et je parle sous le contrôle d'Olivier, là, qui connaît la question, je pense, elles avaient un rôle surtout de surveillance de la mer et de sonnette d'alarme. Il y avait le feu en haut de la tour et le colombe, et ça servait donc à alerter, et surtout qu'il y avait un système de transmission de tour en tour, grâce au feu et grâce au colombe, de tour en tour, le message arrivait jusqu'à Bastia, jusqu'au gouverneur, pour prévenir qu'il y avait une attaque imminente ou une attaque en cours de la part des barbaresques. J'aime beaucoup les tours génoises, et je dis même que les tours génoises, le Cap Corse ne serait plus le Cap Corse s'il n'y avait plus de tours génoises. Tandis que s'il n'y avait plus d'éoliennes, ça redeviendrait le Cap Corse. C'est pas la même empreinte, je dirais. C'est pas le même leg pour les générations futures. Pas la même époque non plus. Voilà. Les tours génoises s'intègrent parfaitement dans le paysage. J'ai pas mal parlé de la tour, pour ce qui concerne le Nevio, la tour de Mortel, dans les Agriates, qui a joué un grand rôle historique, et qui a inspiré les Anglais, qui ont relevé les plans de cette tour pour en construire des dizaines et des dizaines dans tout l'Empire britannique, depuis
depuis les îles anglo-normandes, le littoral anglais, l'Irlande, mais aussi aux Antilles, en Inde, partout ils ont construit des tours qui s'inspirent de la tour de Mortel dans les Agriates. Je parle des 2 tours de Sangalin, qui ne sont pas des tours génoises, qui sont des tours un peu mystérieuses, mais peut-être que j'ai lancé un appel aux lecteurs pour qu'ils me donnent des informations s'ils en trouvent. Moi, je n'ai pas réussi à en trouver. Il y a 2 tours, pas vraiment carrées, enfin une rectangulaire, une carrée, qui sont difficiles d'accès en contrebas du village, qui devaient être des tours plus ou moins seigneuriales ou des maisons fortes, qui sont peut-être plus anciennes d'ailleurs que le village actuel de Sangalin, mais j'ai jamais trouvé l'histoire de ces tours, donc ça m'intéresse. Ils disent qu'elles ont été construites, dans un truc d'histoire que j'ai trouvé un jour, elles ont été construites par les évêques de Saint-Florent. Voilà, c'est ce que tu Les évêques pour fuir les barbaresques qui sont montés se réfugier dans ces tours-là. Parce que c'est ce que je signale dans le livre, c'est que Sangalin a servi de résidence d'été aux évêques du Navy, et qu'il y a un pâté de maisons dans le village actuel qu'on appelle le palais épiscopal, hein, où résidait l'évêque. Ils ont fait des fouilles, ils n'ont rien trouvé. L'INRAP est venu, ils n'ont rien trouvé. Ah bon, Non. On a le rapport si tu veux. Tu me donneras ton mail, je te l'enverrai. Je l'ai le rapport. Ils ont fouillé un mois entier. Un mois? Ouais, ils n'ont rien trouvé. Ils ont eu du mal à dater, parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver du charbon pour pouvoir faire une datation. Ils ont eu du mal. Ils pensent qu'ils datent du XIIe ou XIIIe siècle par rapport à ce qu'ils ont trouvé dans le ciment qu'ils utilisaient à l'époque. Ils ne sont pas certains. Ils ont fait un relevé topographique précis et tout, mais ils ne savent pas à quoi ça sert. Et c'est documenté ça? Elle a été documentée? Oui, par l'INRAP l'a fait. Elle est sur le site de l'INRAP? Est-ce que c'est sur le site de l'INRAP? Je ne sais pas. En tout cas, la mère me l'avait envoyé, parce que notre fille, elle avait participé au D'accord, d'accord. Ouais, c'est bien. Et du coup, elle est mentionnée dans le rapport. Parce qu'en fin de compte, on appelle 2 tours, mais eux, ils pensent qu'il y avait une tour et un fortin. Oui. Ils pensent que la elles grosse sont tour... différentes les deux. Hein. Ouais, la tour carrée qui est en bas, c'est ça là qu'ils ont fouillé. Parce que le fortin, d'abord, il est en plus mauvais état que la tour carrée, et il est sur un domaine privé. Enfin, c'est encore un truc qui est bien de chez nous, il y a plusieurs personnes, il y en a un qui a un mur, l'autre il a 3 pierres. Parce que la tour qui est la plus basse est maintenant accessible par un chemin depuis l'Annonciade. On y arrive très bien, mais elle n'est pas carrée, elle est rectangulaire. Donc elle pourrait ressembler davantage à un fortin qu'à une tour. Je pense que c'est un fortin. Tandis que l'autre tour, elle est quasiment inaccessible parce qu'elle est sur un éperon rocheux entouré de ronciers. Donc c'est très compliqué pour y arriver. Non, on y arrive facilement. Ah bon? Ah oui. Ah bon? Oui, on arrive facilement. Mais elle semble en meilleur état que ah oui, l'autre elle est complète. Elle a juste elle est complète. Voilà. Mais on ne peut pas entrer à l'intérieur parce qu'en fait, l'entrée, elle est très très haut, elle est peut-être à 2,50 m du sol, il faut mettre une échelle. Il faudrait le refaire. Bon, écoutez, je ne vais pas vous raconter tout. Elle paraît plus imposante que les tours génoises. Elle est plus haute, hein. Beaucoup plus haute, elle est jolie. Hein. Elle est jolie. Je suis allé dans plusieurs fois, elle est jolie. Parce qu'à l'intérieur, il y avait quand même une surface d'habitation qui est plus importante que dans les tours oui, génoises. je crois qu'ils pensaient qu'il y avait 3 ou 4 étages. Alors, je ne vais pas vous raconter tout le bouquin, Oui, après, vous le lirez. Voilà. Comme je vous dis, c'est très éclectique. Il y a de tout. Tu l'as lu en disant non, c'est bon. Je signale que la couverture, c'est une œuvre de mon père. Donc, vous l'avez reconnu, c'est le fortin dont je parle d'ailleurs, le fortin de Girolate. Qui a été restauré récemment. Et sur le tableau de mon père, il est déjà restauré, parce qu'il est d'un blanc éclatant. Enfin, récemment. Oui, ça fait quelques années. Quand on était là en 2019, il était déjà bien blanc. 4 ou 5 ans. Alors, ça a été très contesté. Il y a des gens qui ont dit, mais pourquoi il est blanc comme ça? Il y a eu des justifications qui ont été avancées, qu'ils l'ont remis comme c'était autrefois. Bien sûr, on a oublié ça. Voilà. Comme la tour de... Londres aussi. Non, il l'a fait entièrement. La tour de Olcani, elle est blanche, comment dire, en Corse, biancallate. Ah ouais, alors, on n'en voyait pas dessous. Et puis un jour, je voyais cette pointe blanche vers le cap. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Je pense que les tours, elles étaient plus ocre. Parce qu'il mettait la chaux, non? La chaux, mais même le clocher, il y a la chaux, mais c'est un peu plus coloré. Je trouve que c'est un peu trop blanc. Quand on voit la tour de l'eau, c'est tout ça, elles sont moins blanches.
J'aime bien. Les bâtiments en France, ils cherchent les pigments. Oui, mais vous savez, les ABF, j'en parlais à une réunion hier au bateau. Oui, Je préfère ne pas en parler. J'aime bien la tour de Nonze. J'aime bien la tour de Nonze pour deux raisons. D'abord parce